Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je vous lis un court passage de Georges Arthur Goldschmidt, La matière de l'écriture. Georges Arthur Goldschmidt, qui est entre autres le traducteur de Peter Handke et de Franz Kafka. J'offre cette lecture à Hélène, qui m'a envoyé un magnifique mot hier. Je l'en remercie chaleureusement. Et dans le même ordre d'idées, si vous souhaitez partager avec d'autres sur ma chaîne YouTube des petits mots, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer à blalonde@aei.ca en mentionnant que vous souhaitez que j'en fasse la lecture sur ma chaîne. Et aussi, si vous avez des anecdotes concernant l'un ou l'autre des écrivains, donc les mentions dans mes vidéos, eh bien, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. La naissance de l'écriture est sans aucun doute liée au tissu biographique qui fournit les circonstances et les intervalles indispensables à son invention. L'écriture n'informe ni ne rapporte des faits ou des idées précises. Elle ne cesse, bien plutôt, de se surprendre elle-même, de se feinter, de se tromper, et de passer par là où on ne l'attend pas pour se révéler après, dans toute sa logique et toute sa cohérence, à ceci près qu'elle n'appartient jamais aux entreprises et aux tentatives de qui en est le détenteur. Autrement dit, on écrit pour découvrir. On écrit pour se découvrir, pour soulever la poussière qui est déposée sur nos vies. Parfois même pour dépoussiérer les médailles empoussiérées que sont nos vies, c'est-à-dire les médailles mythologiques qu'on s'invente soi-même. C'est dans les moments d'attente, de suspense, d'entre-deux, qu'on est bien forcé de se rendre compte que c'est toujours le même manque qui apparaît, comme un fil d'abord invisible, mais qu'on verra courir sous forme de lacunes au milieu de l'enchevêtrement de tout le reste. L'inappropriation finira par forcer le regard vers le dedans. L'inappropriation finira par forcer le regard vers le dedans. L'effort de celui qu'on nomme majestueusement écrivain, si toutefois effort il y a, n'est pas si loin, somme toute, de tous ces efforts déployés par les uns ou par les autres pour se trouver. Moine, ermite, cénobite, stylite et autres ahuris de même sorte, car tout comme ces gens-là, comme les saints ou les escrocs, l'écrivain veut se faire voir et d'être vu, ou d'avoir été tant vu. Ce n'est pas pour rien que les punitions étaient toujours publiques. Laisse de cuisants souvenirs, sauf qu'au début, il feint de ne pas le savoir. Ouais, être vu. Qui n'est pas vu n'existe pas, n'est-ce pas? Et nous souhaitons tous être vus, parce que être vu, c'est être reconnu. Et nous ne pouvons plus exister sans cette reconnaissance. Je ne peux imaginer quelqu'un qui se priverait du regard de l'autre. Quelle sorte d'être humain
ce serait celui qui dit « Je n'ai pas besoin de ce regard posé sur moi. Je n'ai pas besoin d'être vu. » Et ce qui est toujours une source d'étonnement pour moi, c'est que l'autre nous voit comme jamais nous nous verrons nous-mêmes. Il nous voit de dos, il nous voit de profil, il nous voit de toutes les manières inimaginables. Et nous ne voyons que nos mains, nous ne voyons que notre torse, nos jambes, nos pieds, notre propre existence. Le regard de notre propre existence n'est fondé que dans le regard de l'autre. C'est bien pourquoi, dans l'adolescence, l'écrivain s'accompagne de tant de passion, de tant d'enthousiasme et de véhémence. C'est dans l'adolescence que le sentiment d'exister est à son apogée. Et c'est l'âge aussi où on peut tout perdre. L'âge où tout se concentre pour soit se trouver, soit, justement, se perdre. Oui, évidemment, tout se joue à l'adolescence. Et nous ne cessons jamais d'être des adolescents, d'une certaine façon. Je dis souvent à mon ami Mathieu Félix, on croit échapper au collège, on croit échapper à l'école secondaire, mais en fait, on n'en sort jamais. C'est alors aussi que le risque le plus grand est celui de la poésie. Tout s'y concentre, soit pour s'y accumuler, soit pour s'en écouler à tout jamais. Elle précède aussi bien l'oubli que la concentration la plus extrême. Comme me l'a dit un jour, de 1975, Peter Henke, dans une ruelle du bas de Chartres, devant la toute petite boutique d'un disquaire qui avait dû mettre la clé sous la porte. Une année de musique, et puis la mort. C'était une très ancienne échoppe, à la vitrine empoussiérée, encore divisée en trois, dans le sens de la hauteur, parce que les grandes parois vitrées étaient à cette époque hors de prix. Quelques pochettes de disques de rock, Eddie Mitchell, Elvis Presley, ou les chaussettes noires qui se gondolaient et pochaient sur le vide. C'était une de ces vitrines qu'on n'oublie pas, comme celle du coiffeur du village ou celle que décrit Rainer Maria Rilke dans les cahiers de Malte, Lorid Brigg. Une année de musique, en effet, et puis l'effacement. C'est que ceux qui continuent à écrire, à peindre, ou faire quelque chose de cette sorte, à qui il est par surcroît donné de publier et de se faire connaître, comme le dit avec tant de pertinence la sagesse populaire, ont bien de la chance d'en avoir réchappé. Il est probable que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a côtoyé ce qui fait écrire Kafka, composer Mozart ou peindre Nicolas de Staël. Mais rares furent ceux qui ne passèrent pas leur chemin et s'y arrêtèrent devant la flaque d'eau pour voir s'y refléter les nuages. Ils eurent cette chance, car c'est bien de chance qu'il s'agit, de radioguidage par une succession continue de hasards favorables. Encore fallait-il les reconnaître pour tels. À lire les grandes autobiographies, celles de Rousseau ou de Carl Philipp Moritz, on voit les hasards proliférer. Mais c'est bien ici que le propos se retourne. Pourquoi donc furent-ils les leurs? Pourquoi ces hasards furent-ils les leurs à eux seuls? Et pourquoi leur furent-ils à eux seuls propices? Quelle est cette banalité des événements qui les fait être uniques et particuliers? C'est bien ici du génie intrinsèque de chaque vie humaine qu'il s'agit. Mais bien rares furent ceux qui eurent le loisir de s'en emparer.
eh bien, je vous invite à vous emparer de ces moments-là, à vous glisser dans les interstices du silence, de creuser en vous, de dépoussiérer cette vitrine qui est notre persona social, pour voir ce qu'il y a derrière. On se doute bien que derrière, c'est toujours le manque. Le manque est inscrit en creux dans notre psychique. Et c'est sans doute une sorte de manque dont je ne guérirai jamais. Pourquoi guérir? Qui me pousse tous les jours à faire ces petites vidéos, entrer en communion invisible avec une petite communauté de gens qui sont également en manque, je présume, puisqu'ils trouvent le temps de m'écouter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie toujours d'être avec moi. Je suis bien content de penser à vous. Je suis bien content d'apparaître sur vos écrans. Cela me change, cela me transforme. Je ne sais pas jusqu'où je serai transformé par cette intrusion technologique dans vos vies et dans la mienne, forcément. Mais la mutation suit son cours. Alors, mes vidéos vous plaisent, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Bélalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page qui est publique, en fait. Donc, vous n'êtes même pas obligé de vous y abonner. Mais, si vous voulez entrer un peu plus en relation avec moi, je vous invite à le faire. Si vous souhaitez que je lise l'un ou l'autre des commentaires que vous me faites sur les vidéos ou sur des écrivains dont il est mention, n'hésitez pas, envoyez-moi un mot. Et vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie, comme certains l'ont fait déjà. Et j'ai toujours été étonné de les voir, en tout cas quand ils arrivent à ma librairie. Ils me regardent et pensent qu'ils sont étonnés de voir un être en chair et en os, et non pas une créature numérique. Alors, c'est tout. Merci pour aujourd'hui. Hier, ça a chauffé à l'Université de Montréal. L'anti-émeute, la police a débarqué pour briser les derniers restes de cette grève des irréductibles. Les clients, mes meilleurs clients, me disait toujours ce jeune ami, Mathieu Félix. Oui, effectivement, ce sont les étudiants en philo et en littérature qui ne veulent pas se rendre, ces derniers héros romantiques, qui ne veulent pas rendre les armes. Je leur répète à eux, ils ont gagné la bataille. Voilà. Merci et bonne journée.